Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, les Camerounais sont-ils insensibles aux souffrances de leurs congénères? L'absence de leur élan de solidarité face au mouvement de revendication que l'on observe dans la société suscite cette interrogation. Quelques éléments de réponse à cette attitude dans ce journal. Et puis à l'étranger, drame au Ghana, l'explosion d'une station-service fait une centaine de morts à Accra, la capitale. À l'origine de ce drame, un camion citerne aurait pris feu de manière accidentelle à proximité de la dite station. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Je vous propose en ouverture de ce journal de nous intéresser à la situation insalubre qui prévaut au marché non glacé situé dans l'arrondissement de Douala 2e où les commerçants sont contraints de vendre leurs marchandises à même le sol. Ces commerçants qui disent pourtant payer des taxes au quotidien. Le constat a été fait dans ce reportage de Ekwa Claude et Viviane Kamoa. Voici la principale voie d'accès qui mène au marché non glacier de Douala. Des commerçants ont choisi de s'installer aux abords de cette route pour écouler leurs marchandises. Ici, les denrées alimentaires sont exposées à même le sol, favorisant au passage un mariage incestueux entre les denrées alimentaires et la boue. Une situation aggravée par le retour de Dame Pluie. Des commerçants affirment n'avoir pas d'autre choix que de vendre dans ces conditions, car l'ancien marché ayant été détruit il y a plusieurs années, ils sont obligés de construire des comptoirs, ceci avec la complicité des agents de la mairie qui continuent de percevoir des taxes malgré l'absence d'infrastructures. On fait le chicken, les autres viennent nous prendre aussi les 500 francs que c'est pour le balayage. Et c'est toujours comme ça là. Si tu ne payes pas, on prend ta marchandise, on prend avec. On te dit que tu ne revends plus là-bas. Avec toutes les saletés. On te joue avec tous les saletés là. On paye, avant on payait 3 000, maintenant on nous oblige de payer 7 000 francs. De l'argent collecté, mais dont on ignore la véritable destination. En attendant, ce sont les populations qui paient le prix fort en consommant ces aliments vendus dans des conditions inadaptées et dont la qualité est douteuse. Rendons-nous à présent dans la ville de Loum où les nouvelles billets de banque sont boudés par les populations. Eh bien, celles-ci estiment que s'insurgent contre la vitesse avec laquelle ces billets se détériorent au point de les taxer de faux billets. C'est dans ce reportage de Jacquino Moulon et Albertine Bidjaga. Il est vrai, ce billet de banque, même si on a de la peine à le croire vu comme tel. Le doute persiste lorsqu'on apprend que ce billet de banque avait encore il y a quelques semaines une apparence toute neuve. Le problème actuel, c'est que le billet là se détache. Finalement, tu as un billet. Entre témoins, c'est comme si tu avais 2 ou 3 billets. Vraiment, ça nous dérange. Que la Banque mondiale, vraiment, ou c'est la Banque mondiale, ou c'est qui? Faire affaire au marché de Loum avec ces nouvelles coupures est devenu quasiment impossible. Les clients les boudent et les commerçants en font les frais. Ce billet-là, vraiment, on ne s'en sort pas. Et les jours que tu arrives, tu as trop de problèmes ici parce que bon, les clients, quand nous donnons aux clients, on repousse. Et comme bon, tu sais, il faut bien passer. Bon, tu sais que nous, on est aussi dans une zone en campagne où beaucoup. Le nouvel aspect des billets de banque laisse à désirer, affirme-t-on ici. Il faudrait les changer. Ça fait vraiment problème. Nous demandons à ce que ces billets soient vraiment améliorés encore. Pour les nous utilisons encore les anciens billets, c'est encore plus beau. Il s'agissait pourtant pour les émetteurs de ces nouveaux billets de les rendre plus résistants et donc plus durables. Pari raté pour ce qui est de Loum. Ici, on a encore du mal à s'y adapter et le commerce en souffre. Toujours en économie, sur les pressions du Fonds monétaire international, le Cameroun a été contraint de privatiser certains secteurs de l'économie nationale. Mais des années plus tard, d'aucuns s'interrogent sur la pertinence de cette option depuis que notre pays n'est plus sous ajustement structurel. Plus de précisions avec Élisée Mbogba et Guy Zogo. Le retour au délestage de l'électricité ces derniers jours suscite un débat sur la pertinence des concessions accordées par l'État au secteur privé au Cameroun. Au regard des résultats peu satisfaisants, le problème se situe d'emblée au niveau de l'évaluation des dites concessions. Il y a 2 grands problèmes. Le premier, c'est que l'État
n'évalue pas avec rigueur les concessions détenues par les privés actuellement. C'est le côté un peu moins important. Mais le côté le plus important maintenant, c'est que l'État, ayant donné ses concessions, ce n'est que sur des périmètres précis. Des failles dont profitent naturellement les bénéficiaires des concessions pour se soustraire à leurs obligations. Il ne faut pas que les privés jouent, vous voyez, avec les instruments juridiques, avec le périmètre qui bouge, pour en fait tirer avantage. Donc, un peu dans la logique des monopoles privés. L'option de la réétatisation apparaît dès lors comme plausible, mais elle est battue en brèche par la réalité du terrain. Vous allez avoir la difficulté à trancher parce que l'État ne montre pas ses diligences à assurer sa fonction d'actionnaire. On a des problèmes. L'État n'arrive pas à relever son niveau de qualité de prestation lorsqu'il est propriétaire d'une société. Pourtant, l'État dispose aujourd'hui de moyens conséquents pour jouer un rôle primordial dans l'économie du pays. L'État a des capacités aujourd'hui, avec le règlement des questions de la dette, avec toutes les souffrances que les Camerounais ont subies, avec les ajustements, les ventes un peu contraintes d'entreprises. Aujourd'hui, le Cameroun a restauré, vous voyez, sa capacité depuis 2006. Il y a donc lieu que l'État se mue en premier investisseur pour donner plus d'étoffe au tissu économique, quitte à le retrocéder au secteur privé par la suite. Dans les secteurs où il n'y a pas de secteur privé, c'est-à-dire où l'investissement en capital est élevé, l'État doit prendre le pas. C'est-à-dire qu'il doit investir et éventuellement privatiser après. L'heure est à faire des choix, des véritables choix d'avenir pour le Cameroun. Une visite de travail effectuée ce jour à Douala par le ministre des Forêts et de la Faune a permis de re-questionner la problématique de l'exploitation du bois camerounais en direction des pays étrangers. L'occasion a également servi à l'inauguration des nouveaux bureaux de la délégation régionale des forêts et de la faune pour le littoral. Martin Mangele et Sam Severango. L'éternel engorgement du port de Douala au centre d'une visite ce jour de Ngolé Philippe Ngwese, le ministre des Forêts et de la Faune, qui s'est rendu ici à la société d'exploitation du parc à bois du Cameroun, dans le portefeuille du groupe Bolloré, pour toucher du doigt le phénomène de ces essences qui transitent par là à petite vitesse. Dans un discours politiquement correct face aux médias, le membre du gouvernement a voulu dire clairement que quelque chose doit être assez rapidement fait désormais pour une atteinte des objectifs dans la conduite des opérations d'exportation. Beaucoup de bois ici viennent des pays voisins. Ici, le maître d'œuvre se défendra d'assurer normalement le stockage et la livraison des produits forestiers dans des délais raisonnables. Le stockage est fait selon les règles. Il n'y a pas de souci. Peu après, le ministre et sa suite composée du tout Douala administratif se rendront au cœur des installations du port, dans la zone qui abrite le DIT, selon un programme exécuté assez minutieusement. Auparavant, tout ce beau monde s'était rendu en matinée, ici, au lieu dit Yassa, pour l'inauguration du nouvel immeuble devant abriter les services de la délégation régionale des forêts et de la faune du littoral. Donc je crois qu'il s'agit ici d'un cadre qui est propice à la réflexion, à la concentration. Sur le chemin du retour, ces images qui reflètent une exploitation à outrance du bois camerounais, embarqué dans des camions parfois pour des destinations étrangères. Où va le bois du Cameroun, pourrait-on se demander? Des employés de la filière rencontrés disent sous anonymat ne pas bénéficier de meilleures conditions de travail, spécialement en ces lieux qui servent de base aux opérateurs italiens. Une plus nette réflexion mériterait d'être menée sur la problématique de l'exploitation qui est faite de cette ressource, une des principales matières premières que compte notre pays. Ngolé Philippe Ngwese devrait quant à lui achever sa visite de travail ce vendredi à Douala. Les parlementaires ont leur mot à dire sur la réforme de la loi foncière au Cameroun. Leurs propositions sont contenues dans un document qui est actuellement en discussion à Yaoundé. Joël Essengue et Marcelin Gansop, reportage.
La gestion foncière est jusqu'ici adossée sur une ordonnance de 1974 qui a montré ses limites. Son application a mis beaucoup d'acteurs à l'étroit, au point où il était devenu plus qu'indispensable de l'enterrer. C'est nous assurer que les droits, les intérêts de ces personnes-là, dont les communautés locales, les peuples autochtones, les femmes, sont effectivement pris en compte dans le processus de la réforme qui est en cours au Cameroun. Puisque la loi qui est en train d'être revue jusqu'ici n'avait pas apporté de solutions spécifiques aux problèmes de ces personnes-là qui ont toujours vécu tout autour des forêts, qui utilisent les forêts, et surtout pour la question des femmes qui, dans notre coutume, nous savons qu'elles n'ont pas en tant que telles un droit de décider de ce qu'elles peuvent faire de la terre. C'est conscient de ces manquements que le gouvernement a entrepris de toiletter le texte de 1974 et de l'adapter à l'évolution du temps. Alors que la révision de la loi foncière bat son plein, les parlementaires tiennent à faire entendre leur voix. Il faut que nous allions vers une gestion foncière qui puisse porter les aspirations du peuple. Et les aspirations du peuple, c'est la vision du Cameroun en 2035, qui est un pays émergent. Vous savez que aujourd'hui, il n'existe pas de titre collectif pour les communautés, notamment les communautés prises dans le sens d'un village. Il y a également des problématiques qui sont adressées dans les propositions que nous faisons. C'est par exemple cette disposition qui veut qu'on puisse accéder à l'immatriculation seulement lorsqu'on a mis en valeur. Et ceci pourrait être très dangereux pour, par exemple, les forêts. Or, officiellement, le Cameroun s'est engagé contre la déforestation. C'est autant de dispositions que nous avons voulu adresser. Les travaux de Yaoundé doivent déboucher sur la validation des propositions des parlementaires dans le cadre de la révision de la politique foncière au Cameroun. Entre autres problématiques soulevées, le fondement théorique de la politique foncière à mettre en place, le régime des cessions foncières à grande échelle, les droits fonciers des personnes et des groupes vulnérables, les conflits d'usage et l'articulation entre légalité et légitimité en matière foncière. Quel est le rôle des organisations de la société civile dans le développement du Cameroun? La question était au centre d'un atelier ouvert ce jour dans la ville de Douala. Le constat a été fait sur l'inefficacité et même le déploiement difficile de ces organisations dont bon nombre sont à tort ou à raison soupçonnées de complicité à divers niveaux avec le régime en place. Innocent Abega et Eric Massial-Ndjoumou. Les coupures intempestives d'électricité, la raréfaction de l'eau dans les robinets, la pollution environnementale ou encore le vol des bébés dans les hôpitaux sont quelques sujets d'actualité qui ont semblé ces derniers temps laisser les organisations de la société civile indifférentes. Une posture que certaines ONG, associations et autres syndicats qui constituent cette plateforme tentent d'expliquer ou de refuter. Et nous pensons que être dans la société civile, ce n'est pas avoir un statut d'opposant, c'est contribuer au développement de la nation. C'est un problème réel, mais il faut dire quand même qu'il y a des organisations qui en débattent. Mais question maintenant de savoir, est-ce que les pouvoirs publics écoutent? Est-ce que les pouvoirs publics sont à l'écoute? Donc, il faut donc qu'on mette sur pied un système pouvant inciter donc les pouvoirs publics à comprendre ces organisations. De façon globale, les organisations de la société civile estiment tout aussi que l'absence de moyens financiers, la rigidité gouvernementale et certaines lois liberticides entravent leur fonctionnement. Depuis quelques mois, la société civile décrit justement l'environnement actuel depuis la sortie de la fameuse loi contre le terrorisme qui vient, j'allais dire, torpiller les actions de la société civile parce que c'est une loi qui met des barrières à ce qu'on appelle l'occupation de l'espace public, qui met en danger tous ceux qui s'investissent à occuper cet espace-là. Et pourtant, la société civile travaille justement dans l'espace public. D'où le plaidoyer organisé ce jeudi 4 juin à Douala en faveur des conditions propices aux organisations de la société civile en tant qu'acteurs de plein droit du développement au Cameroun. Donner à la société civile la place
qu'elle mérite. Elle vaut quelque chose parce que les Nations Unies reconnaissent la société civile en tant que partie prenante du développement d'un continent ou d'un pays. Reste à présent attendue la réaction de l'État, présenté comme le maillon essentiel dans l'essor et le fonctionnement des organisations de la société civile. Un nouveau commandant est aux commandes de la base aérienne 101 de Yaoundé. Le colonel Alfred Mvondo a été installé ce jour dans cette fonction par le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Edgar Alain Mbengor. Il faut dire que le nouveau commandant remplace à ce poste le colonel Martin-Claude Oona. Retour sur cette cérémonie riche en sons et en couleurs avec Élisée Mogba plutôt et Marcelin Gansop. Le voici, le nouveau pilote de la base aérienne 101 de Yaoundé. Le colonel Mvondo Minyege Alfred succède au colonel Martin-Claude Oona, emporté à peine 3 mois après sa nomination par la gestion opaque des denrées alimentaires mobilisées par les Camerounais et destinées aux forces de défense. Colonel, je vous félicite pour la haute confiance que le chef des armées vient de vous témoigner. Bon courage et bon vent. Même si le ministre de la Défense ne l'a pas dit ouvertement, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le nouveau commandant de la base aérienne est attendu sur ce front-là. Et il en a d'ailleurs pleine conscience. Ce volet, je crois que les mesures sont en train d'être prises pour que ces dons soient sécurisés et redistribués auprès des personnes qui en ont besoin. Mais au-delà de la gestion des denrées qui transitent par la base aérienne, le colonel Alfred Mvondo est attendu sur le front de la redynamisation de la structure dont il détient désormais les clés. La base aérienne est une base de soutien, donc une base de soutien aux autres formations déployées à l'extérieur, c'est-à-dire les bases de Garoua, Ngaoundéré, Berkoua, Douala. Donc nous leur assurons ici le soutien en termes de logistique, en termes de maintenance et même en termes d'appui pour certaines missions. Le colonel Alfred Mvondo est le tout premier officier mécanicien à servir à ce poste, qui était jusqu'ici la chasse gardée des officiers pilotes. Avant sa nomination, le 12 mai dernier, il officiait à l'état-major de l'armée de l'air en tant que responsable du bureau infrastructure. Diplômé de l'école de l'air de France, le colonel Alfred Mvondo a entre autres servi à l'Union africaine, où il a pendant 5 ans géré le personnel dans le cadre de l'opération de maintien de la paix au Soudan. La suite du journal, on indique que l'opération de révision des listes électorales est paralysée dans l'Ondé. La raison est que les membres du Conseil électoral de l'Ouest désavouent le chef d'antenne Elecam de ce département. Ceux-ci estiment que la procédure de sa nomination n'a pas été respectée. Plus de précisions avec Jérôme Nassi-Sobzé. Un véritable cafouillage persiste désormais à la tête de plusieurs agences départementales et régionales de l'Elecam à l'Ouest Cameroun. Cela s'est encore fait ressentir mercredi dernier lors de la séance de travail que présidaient le professeur Elim Bobia et Monseigneur Dieudonné Watio, tous membres du conseil régional de l'Elecam pour le compte de la dite région. L'actuel chef d'agence départemental par intérim pour l'Undé n'a pas été reconnu par les membres du conseil régional qui ont clairement déclaré que les textes en matière de nomination n'avaient pas été respectés par la direction générale de l'Elecam. Le peu de nomination est interne à l'Elecam. Ce n'est pas un déballage à faire dans la rue. Le peu de nomination à l'Elecam relève de l'Elecam. Nous allons régler ça en interne. Une situation qui paralyse désormais le fonctionnement de l'Elecam dans le département du Ndé et où le chef d'antenne communal disent désormais tirer le diable par la queue. Le fameux soutien logistique qui est d'abord insuffisant, comme les collègues l'ont souligné, qui vient d'abord tardivement. Sur 5 mois, c'est le lieu de le dire, sur 5 mois, nous avons obtenu 2. Ce qui ne nous facilite pas la tâche sur le terrain. En cette période,
de révision sur liste électorale, les deux membres du conseil électoral étaient venus connaître les difficultés que rencontrent les différents démembrements de l'ECAM sur le terrain. Nous sommes venus également encourager nos collaborateurs pour que les 3 derniers mois qui restent, que l'on puisse accélérer le processus, mais également connaître leurs difficultés. En attendant un éventuel retour au calme dans la grande famille de l'ECAM du département d'Undé, on retient que les difficultés restent nombreuses et l'ambiance morose dans la maison. Restons dans la région de l'Ouest Cameroun où la tension reste vive entre les habitants des villages Bacha et Bachingou plusieurs jours après l'inhumation du comédien Jean Bacha qui, se rappelle-t-on, avait trouvé la mort au cours d'un conflit foncier. Plus de précisions avec Jean-Paul Chouniat, Dallas Chana et Eric Martial Ndjomo. Sa dépouille aura jusqu'au bout divisé. La veuve et les orphelins se voient ici interdits d'accès au corbillard. Plusieurs jours après l'inhumation, la pression, la rancœur et l'incompréhension continuent à animer les uns et les autres au village Bacha. La pilule est très amère pour le roi des Bacha qui continue à s'interroger sur ce qu'il appelle les exactions des Bachingou qui ne se comptent plus à Bacha. On parle seulement de Jean Bacha. Il y a 4 qui sont encore couchés à l'hôpital de Yaoundé avec les plombs dans le ventre. Quand nous parlons seulement de Jean Bacha, on parle en oubliant les autres. Nous nous demandons si le préfet d'Undé a dit que nous sommes dans un état de droit. Quand il nous a dit ça, on croyait que peut-être on allait sommer celui-là de ne plus répéter à faire des exactions. Pire encore, la volonté des Bachingou de rebaptiser le mont Bacha en mont Bachingou se présente pour lui comme une incongruité. Aujourd'hui, on nous dit que le mont Bacha deviendra mont Bachingou. Mais je crois à mon avis que si le mont Bacha devient le mont Bachingou aujourd'hui, le mont Cameroun deviendra le mont Nigeria prochainement. Du côté des Bachingou, on affirme mordicus qu'on ne parle pas de mont Bacha, mais plutôt de mont Bachingou. Sur les litiges frontaliers d'autrefois, un arrêté de l'autorité coloniale signé en 1940 reconnaissait le mont Kerelé de 2100 mètres comme patrimoine des Bacha. Après la guerre tribale, la communauté Bachingou et Bacha avaient pris les peines de ne plus continuer à tuer leurs ressortissants. Ils se sont réunis pour creuser une longue tranchée les séparant. Les colons sont venus trouver ces tranchées. Et le colon a approuvé la tranchée par un arrêté numéro 238 du 18 juin 1940. Jean Bacha tué pour un mont rocailleux, le chef Bachingou et ses gardes avaient été interpellés puis mis en liberté provisoire par le tribunal de Banganté. Les proches de Jean Bacha ne comprennent pas pourquoi le tribunal militaire de Bafoussam n'est toujours pas saisi pour juger ce crime commis à l'aide d'une arme à feu, un calibre 12. Et depuis 6 mois, la famille de Jean Bacha s'active pour que justice soit faite avec condamnation des assassins conformément au code pénal camerounais. Information au-delà de nos frontières. À présent, premier arrêt au Ghana où l'explosion d'une station-service fait près d'une centaine de morts à Accra, la capitale. À l'origine du drame, un camion garé à proximité aurait pris feu de manière accidentelle. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. Au Ghana, le bilan de l'explosion d'une station essence s'élève à près de 100 morts. Le drame s'est produit ce mercredi soir à Accra, la capitale. Apparemment, c'est un camion garé à proximité qui a pris feu de manière accidentelle. Puis l'incendie s'est propagé jusqu'à la station essence qui, à son tour, a explosé. De très nombreuses personnes se trouvaient là pour être à l'abri des pluies torrentielles qui s'abattent sur cette région depuis quelques jours.
Ce jeudi, le président ghanéen est allé sur les lieux du drame. Ces pertes humaines sont catastrophiques, a-t-il dit. Les autorités locales et les services d'urgence sont mobilisés et nous devons tout faire pour que ce genre de drame ne se reproduise plus. Certains soulignent pourtant que les intempéries entraînent souvent des inondations, le système d'évacuation des eaux étant obstrué par des déchets. C'était le cas ce mercredi soir. Les secours ont ainsi eu du mal à accéder au lieu du drame. Une fois sur place, les pompiers ont bataillé pendant une partie de la nuit pour éteindre l'incendie. En Égypte, Hosni Moubarak, de nouveau en justice. L'ancien président égyptien sera une fois de plus devant les juges en novembre prochain. L'annonce a été faite ce jour par le président de la Cour de cassation. Retrouvons une fois de plus nos confrères d'Euronews. Les ennuis judiciaires continuent pour Hosni Moubarak. Ici, le président de la Cour de cassation annonce que l'ancien chef d'État égyptien sera finalement rejugé le 5 novembre. Cette cour vient d'annuler la décision de blanchir Hosni Moubarak des accusations de complicité dans le meurtre de 846 manifestants pendant le printemps arabe. Le marathon judiciaire commence en juin 2012. Premier épisode, l'ex-Raïs est condamné en première instance à la prison à vie pour complicité dans le meurtre de ces manifestants. Deuxième épisode en novembre 2014, un autre tribunal ordonne finalement l'abandon des accusations. Après le rebondissement d'aujourd'hui, on attend le troisième épisode pour l'automne. La révolte populaire de 2011 avait conduit à la chute de Hosni Moubarak après 30 ans de pouvoir. L'ex-Raïs, aujourd'hui 87 ans, est très affaibli. C'est la fin de cette édition d'information. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, restez sur Equinox Télévision car nos programmes se poursuivent. Bonsoir.